Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Bonjour Florent. Bonjour Magali. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florent Le Tourneur, qui est le fondateur de We Feel Good. Florent, c'est surtout un serial entrepreneur. Alors, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais elle s'applique dans son cas. Il a été DRH. We Feel Good est sa 3e entreprise aujourd'hui. Il travaille sur la marque employeur bien avant que ça n'ait été un sujet à la mode. Et donc aujourd'hui, nous allons parler marque employeur et puis aussi bienveillance. Et puis, est-ce que les deux finalement sont liés ou pas? Florent, on va commencer facile. La marque employeur, c'est quoi? Ça sert à quoi? Concrètement, dis-nous. C'est une bonne question. Alors, j'ai pas inventé la marque employeur, j'ai pas cette prétention-là, mais effectivement, ça fait quelques années que je suis dans cet univers, parce que ça fait 8 ans que je le fais en tant qu'agence, et avant, j'ai été pendant 5 ans avant chez l'annonceur sur ce sujet marque employeur, donc ça fait on va dire 12-13 ans maintenant que je navigue dans cet univers. Alors, la marque employeur, c'est quoi et à quoi ça sert? Déjà, pour moi, à quoi ça sert? Plusieurs choses. Renforcer l'identité de l'entreprise. Clarifier quelque part ce que représente l'entreprise, ses valeurs, sa mission, ce qui peut inspirer quelque part de la fierté, de l'engagement, de la loyauté de la part des collaborateurs. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est de promouvoir cette vision commune en interne et en externe. Ça, j'en suis convaincu. La marque employeur, elle a comme objectif souvent de recruter, mais aussi et surtout, à mon sens, de fidéliser les équipes. Et puis, une marque employeur aussi, si elle est bien travaillée, elle va favoriser un cadre de travail bien sûr agréable, dans lequel on a confiance, dans lequel on se sent bien. On pourra parler de bienveillance après, et qui fait que l'ensemble des collabs, l'ensemble des équipes vont être alignés. Donc quelque part, la marque employeur, c'est tous les dispositifs qui vont permettre effectivement d'attirer, de fidéliser et de promouvoir en interne, en externe, une organisation, qu'elle soit entreprise ou collectivité ou autre d'ailleurs. Alors pour que je comprenne bien, quand tu interviens dans une entreprise, puisque tu as travaillé dans des grands groupes, moi aussi, donc on sait que dans un grand groupe, il y a normalement un dirigeant qui dirige, normalement un COMEX qui dirige normalement et qui doit penser aussi, oui, qu'il y a une contribution à la culture de l'entreprise. Toi, tu arrives de l'extérieur et alors, je vais forcer le trait, mais parce que j'ai vu des choses bizarres parfois dans les boîtes où j'ai bossé. Tu arrives, t'écoutes, tu regardes et puis tu livres 30 slides et il n'y a plus qu'à. Comment tu fais concrètement? Parce que le 30 slides et il n'y a plus qu'à, j'ai vu. Ouais, non, c'est pas aussi simple. On va passer effectivement pas mal de temps à comprendre l'entreprise. Donc, on va travailler et explorer son expérience candidat et son expérience collaborateur. Pour ça, effectivement, si je vais sur les deux parties, très chouette. Ouais. L'expérience candidat, on va se mettre à la place de candidat et on va essayer de comprendre le parcours candidat au sein de cette organisation. Donc, on va aller voir le site carrière, on va aller voir les réseaux sociaux, on va aller voir les avis LinkedIn, on va nous-mêmes candidater chez notre client par différents axes. On va pas faire qu'une candidature. Voilà, on va vivre l'expérience candidat. On va aussi regarder effectivement le positionnement de notre client versus ses compétiteurs en termes d'expérience candidat, mais on va aussi interviewer des anciens candidats, on va envoyer une enquête auprès de la base candidat qui est dans la TS du client, etc. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, ça, c'est un axe un peu externe, quelque part. Et le deuxième axe, qui est pour nous hyper important, c'est l'axe interne. Donc oui, ça nous fait plaisir d'écouter l'équipe RH, d'écouter l'équipe communication, d'écouter le COMEX. On va le faire, parce que ces personnes-là ont des choses à raconter, des choses à dire. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter les collaborateurs et les collaboratrices. Donc on va passer du temps, effectivement, avec les équipes, les partenaires sociaux, pour comprendre, effectivement, qui ils sont, comment ils vivent leur expérience collaborateur, comment ils ont vécu leur expérience candidat, comment ils vivent leur collaborateur. Certains ont vécu leur expérience candidat il y a 3 mois, d'autres il y a 20 ans, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et là, par différents dispositifs, alors avec des enquêtes, des entretiens individuels, des ateliers focus group, enfin, il y a différents dispositifs. Et on va essayer de comprendre, effectivement, l'alignement, en tout cas, l'alignement ou pas, en fait, ce qui rassemble ou pas entre des fois les valeurs qui sont affichées sur les murs d'une entreprise, typiquement la bienveillance, mais il y en a d'autres, et de quelle manière ces valeurs sont vécues opérationnellement, concrètement,
par telle ou telle personne au fin fond de l'organisation. Et voilà. Et je pense à un client que je peux pas citer, mais par exemple qui a un siège pas loin de l'Arc de Triomphe à Paris, des usines agroalimentaires en province, qui a des boutiques pour vendre, tout ça, c'est la même entreprise, c'est la même marque employeur, mais l'expérience collaborateur est pas du tout la même si on est cadre près de l'Arc de Triomphe ou dans les différentes usines en province ou dans les boutiques. Donc voilà, donc il y a aussi tous ces sujets qu'il faut regarder et explorer, quoi. Et donc là, tu as fait la photo. Donc, ouais, là c'est une photo. Et tu rends compte. Là c'est une photo, et à l'issue de ça, on va travailler avec notre donneur d'ordre, souvent les équipes marketing ou com et RH, souvent ce sont les deux. On va travailler avec eux ce qu'on appelle dans le jargon leur EVP. Donc je sais pas si c'est un terme qui parle à tout le monde, qui est l'employer value proposition. Donc on a regardé la culture de l'entreprise, on va travailler l'employer value proposition pour aboutir ensuite à la marque employeur. Tous ces éléments-là sont des éléments différents, la culture, le VP et la marque employeur. Donc on va travailler sur cette EVP, on va travailler ça c'est un peu jargon tout ce que je raconte, mais qu'on apprenne, c'est bien. Ouais, on va travailler ce qu'on appelle nous un brand book employeur, donc qui va résumer effectivement la plateforme de marque employeur. On va travailler les idées créatives, on va travailler le ton, on va travailler le graphisme, on va travailler les canaux, on va travailler les personas, en fait, à qui on veut s'adresser. Et ensuite, à l'issue de ça, on va travailler une signature marque employeur, et à l'issue de ça, effectivement, on va avoir un élément livrable qui est souvent plus que des slides avec la plateforme de marque employeur que l'on a travaillé bien sûr en tant qu'agence, mais qu'on a co-construit aussi avec notre client pour ensuite effectivement travailler sur cette déclinaison, la révéler cette nouvelle marque employeur en interne puis en externe. En tout cas, je crois beaucoup à cet ordre. J'ai du mal quand des marques employeurs sont révélées en externe et que les collaborateurs d'une entreprise la découvrent sur LinkedIn. Oui. Voilà, je pense qu'il faut mieux le faire en interne avant de faire en externe. Et puis ensuite, on va travailler effectivement avec notre client où là, sa communication marque employeur, et là, les axes qu'on peut imaginer, le social media, son site carrière, des vidéos, du podcast. Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui, des publicités, du online, du offline, du média RH. Là, on peut imaginer plein de choses. Mais la marque employeur, in fine, où souvent on se dit c'est ce qui est visible, c'est toutes les actions de communication en fait, la marque employeur interne externe, ça ne peut ne fonctionner que si on a travaillé le VP, si on a travaillé la culture, si on a échangé avec les équipes, etc. Voilà. Mais imaginons par exemple quand tu fais ce qui est finalement un audit de l'expérience candidat par exemple, et que tu te rends compte, alors je sais pas, tu te rends compte que le délai entre l'acte de candidature et une première réponse est hyper long, et donc ça a forcément un effet déceptif. Jusqu'où va ton action? C'est-à-dire que tu le signales ou tu vas juste... oui. Même si tu vois, c'est les processus, typiquement là tu vois on parle de processus, les processus sont à la ramasse, sont pas de qualité. Nous, notre métier, c'est d'expliquer au client, déjà lui mettre le doigt dessus, et bien sûr le travailler avec lui, de quelle manière il peut faire mieux, donc lui proposer des solutions, etc. Donc c'est là quelque part notre force dans notre équipe, c'est qu'on est au sein de We Feel Good, on a des profils RH, nous sommes des profils RH et des profils communication. En fait, j'ai voulu construire dans l'entreprise une équipe qui ressemble à l'équipe que j'ai en face chez mes clients. En face chez mes clients, j'ai les équipes RH, j'ai les équipes communication. Donc il faut que je sache parler RH, il faut que je sache parler communication. Il faut aussi que je sache parler recrutement. Ça, je sais le faire. Il fait quelques années de recrutement quand même. Donc voilà. Donc oui, là typiquement, tu prends un exemple très concret qui est un process de recrutement qui est inadapté. Si le process de recrutement est inadapté, avant de faire les kékés sur les réseaux sociaux ou de retravailler son site carrière, c'est bien de commencer à travailler les basiques, en fait. Voilà. Mais ça, c'est courant, ce que tu dis, Magali. C'est classique. L'exemple n'était pas complètement anodin. Non. Et c'est bien l'objet de ma question, parce que plus globalement, on voit bien que ce que tu fais un travail de fond et un travail global, et moi, je partage complètement ton point sur attention à l'interne par rapport à l'externe. Alors, je vais poser une question qui a l'air d'être une question de béotienne, mais pas complètement. J'aurais tendance à dire qu'il y a 15 ans, c'est des sujets dont on parlait pas. Aujourd'hui, le terme de marque employeur est devenu très courant. Tu fais un travail de fond. Pourquoi les entreprises investissent aujourd'hui dans ce sujet-là? Et est-ce que dans ce que tu constates, elles vont au-delà derrière de l'investissement? C'est-à-dire que la mise en pratique suit? Est-ce qu'il y a vraiment une intention, en fait, dans tout ça? C'est une bonne question. Déjà, nous, on le sent quand on a les premiers échanges avec un prospect, avant que ce soit un client. Tu vois, ça nous arrive d'avoir des prospects qui nous disent, j'arrive pas à recruter, j'aimerais faire des TikTok. Ok, super. Non mais, voilà. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire de TikTok. J'ai rien contre TikTok. Parce que ça peut être un excellent outil selon les personas que l'on vise, le message qu'on a fait passer. Mais on va reprendre en arrière, et voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, déjà, quand ça commence comme ça, tu te dis, est-ce qu'il y a une vraie volonté de travailler de fond? Et effectivement, nous, on leur explique
pourquoi il faut travailler le fond, pourquoi il faut travailler sa culture, ses valeurs, son EVP avant d'aller vers de la marque employeur, parce que sinon le risque c'est de raconter n'importe quoi et d'être hyper déceptif, d'aller dans le mur en fait. Donc là on va déjà se premier sentir effectivement les choses. Honnêtement, il y a eu, tu vois, la marque employeur, moi ça fait 8 ans, je te disais, voilà, ça a explosé en post-Covid. On sait que c'était avant le Covid, en post-Covid. Juste après l'ouverture, la réouverture et le grand boom du recrutement, effectivement, il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Il y avait des entreprises qui étaient un peu en panique parce qu'elles n'arrivaient plus à attirer, plus à avoir de CV. Et donc elles qui étaient prêtes, en fait, à communiquer, juste pour communiquer, pour se rendre visible. Voilà. Heureusement, cette mode n'a pas duré super longtemps. Et très vite, effectivement, il y a eu pas mal d'articles. Il n'y a pas que moi, j'y ai participé, mais il y a plein d'autres confrères et consoeurs qui ont communiqué sur la marque employeur et l'importance du sujet et vraiment le travail et le fond. Et aujourd'hui, on a plutôt effectivement des prospects et donc des clients qui sont désireux effectivement de travailler en profondeur les choses parce qu'ils ont bien compris que s'ils n'étaient pas authentiques, s'ils n'étaient pas vrais, s'ils n'étaient pas sincères, ça servait à rien de mettre 5000 balles dans de la com parce qu'en fait, ils avaient 9 chances sur 10 d'avoir claqué 5000 € en fait. Alors voilà. Donc oui, ça coûte un peu plus cher pour une PME ETI que 5000 € de travailler sa marque employeur, et encore ça peut se discuter selon l'état de l'art, mais par contre de travailler le fond c'est hyper important parce que l'entreprise elle va travailler à court terme mais elle va travailler aussi à moyen terme, et moi c'est ce que j'explique à mes clients. Tu vas me dire je prends ma paroisse, mais travailler sa marque employeur c'est pas une dépense, c'est un investissement. Comme on achèterait un ordinateur sur 3 ans, comme on achète, un véhicule sur 4 ans dans son entreprise ou 5 ans, on peut acheter sa marque employeur. Alors, comptablement, je ne sais pas, mais en tout cas, l'amortir sur 3 à 5 ans, en fait. Et c'est là où, en fait, le travail de fond, normalement, on le fait pas tous les ans. Tous les ans, tu vas pas refaire un audit marque employeur, refaire ta plateforme de marque employeur, refaire ton brand book. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, effectivement, tu peux travailler ton plan de com tous les ans, qui va être fonction de ton budget, du nombre de recrutements que tu as, de l'actualité économique plus ou moins bonne pour communiquer selon chacun, selon son secteur d'activité. Et là, tu vas être dans un budget effectivement de fonctionnement où là, tous les ans, tu te remets en question sur est-ce que je fais du TikTok, du LinkedIn, du bidule, du machin. Donc c'est là où il y a 2 dispositifs très complémentaires, mais très différents. Il faut pas confondre les deux. Il faut pas confondre la communication RH et travailler sa marque employeur, qui est un travail beaucoup plus profond. Finalement, travailler sa marque employeur, c'est le brand book, et le brand book, il dure plusieurs années. Normalement, il dure plusieurs années s'il a été bien travaillé, s'il a été bien conçu, s'il a été bien imaginé, et voilà. Et tandis que par contre la communication RH, elle, tous les ans, bien sûr elle est remise en question. Tous les ans, les entreprises elles se posent des questions de savoir quel budget vont dépenser sur tel ou tel job board, tel ou tel média RH, etc. Et ce qui est important, attention, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est même clé. On les accompagne aussi là-dessus, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même dispositif. Ouais, je comprends. Et alors les valeurs, ça appartient à quoi? À la culture, à la marque employeur ou à l'EVP? Alors déjà, les valeurs, c'est des valeurs. Mais pour moi, on est beaucoup plus proche de la culture, en fait. En tout cas, je vais pas dire valeur égale culture parce que c'est quand même un peu, mais c'est quand même dedans parce que pour moi, les valeurs, c'est une partie de la culture. Pour moi, la culture, c'est plus large. La culture, c'est aussi les valeurs, mais c'est aussi les comportements, les actes management, les décisions organisationnelles. En fait, tout ce qui va structurer une entreprise, une organisation sur sa manière de travailler, de se comporter. Bref, ce qui est encouragé, ce qui est toléré, ce qui est pas toléré dans l'entreprise, etc. Et tout ça fait la culture. Et les valeurs, pour moi, c'est un des éléments importants de la culture, mais c'est pas le seul. Voilà. Chez Lily Facilite la vie, j'ai mis, et contre l'avis de mon équipe, la bienveillance en valeur. Et c'est un sujet dont je voulais parler avec toi parce que je sais que tu en parles aussi. Moi, je suis très attachée à ce mot et à ce qu'il recouvre. Et en même temps, c'est aujourd'hui vu comme une espèce de mot valise, valeur un peu faible. Et donc, je voulais savoir, toi, la bienveillance, ça recouvre quoi? Ouais. Et oui, j'ai le premier regard aussi, peut-être ce biais, de me dire que quand je vois le mot bienveillance affiché sur un site web ou sur les murs d'une entreprise, je suis méfiant. Je vais pas avoir la même méfiance effectivement dans une TPE, PME que dans un grand groupe. Pour moi, c'est quoi le concept de bienveillance? En tout cas, tel que, c'est mon regard, je dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça que je le perçois. C'est plusieurs mots que je vais expliquer les uns derrière les autres. Pour moi, déjà, c'est un premier mot, un double mot, qui sont respect et considération. C'est que vraiment, quelle que soit la personne dans l'organisation, quel que soit l'employé dans l'organisation, quelle que soit sa responsabilité hiérarchique, on va s'intéresser à elle, on va reconnaître ses efforts, on va la considérer.
Deuxième point, c'est pour moi l'écoute active. La bienveillance, c'est prendre le temps d'écouter les salariés, d'écouter leurs préoccupations, d'écouter leurs problèmes, d'écouter leurs difficultés et d'y répondre, bien sûr, de manière constructive. Alors, on n'a pas la réponse à tout quand on est dirigeant, quand on est manager, mais en tout cas, c'est déjà de prendre le temps de les écouter, et c'est de trouver des solutions et de les accompagner. Une véritable écoute active. Le troisième point qui me paraît important dans le concept de bienveillance, c'est la partie encouragement, la partie soutien. On sait que dans le monde économique, dans le monde d'une boîte, quand on est, toi et moi, on est entrepreneur, on dit que la vie n'est pas linéaire tous les jours en tant qu'entrepreneur, mais quand tu es salarié, c'est pas linéaire non plus. On a tous aussi des fois nos difficultés, nos problèmes perso, un client qui est pas toujours simple à gérer, un collègue qui joue pas le jeu de l'équipe. Enfin voilà, il y a plein de choses dans les grands groupes, des jeux politiques. Donc il y a plein d'univers qui peuvent contrarier notre quotidien. Et là, le soutien, l'encouragement, c'est faire en sorte d'offrir idéalement un environnement où chacune se sente soutenue dans son développement professionnel, même dans son développement personnel, si c'est nécessaire. Et puis, le quatrième mot que j'aurais envie de dire derrière bienveillance, c'est le mot empathie, en fait. C'est comprendre les émotions, les perspectives des autres. Bref, l'empathie, quoi. C'est vraiment s'intéresser à l'autre et d'avoir une atmosphère positive de compréhension mutuelle. Ça veut pas dire qu'on dit oui, ou que tout est rose, ou que tout est parfait. C'est juste se dire, ok, je te respecte, je t'écoute activement, je te soutiens, j'ai de l'empathie. Normalement, tout ça, ça doit faire de la bienveillance. Et tu vois, et quand je reviens à ce que je te disais où je vois le mot bienveillance affiché, nous, c'est des sous-sujets, effectivement, qu'on va traiter, qu'on va essayer de pas d'auditer, mais d'interviewer auprès des collaborateurs pour savoir comment ils le vivent. Parce que ce mot bienveillance, on l'entend nous plein de fois où, c'est affiché bienveillance, mais moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a de la bienveillance dans l'entreprise. Et ça, c'est souvent du vécu personnel par rapport à des situations perso qui peuvent être liées à un manager. Et c'est vrai pour des entreprises qui sont multisites, sur des géographies complexes ou qui ont des organisations complexes, qui affichent bienveillance. Et est-ce qu'elles se sont bien assurées qu'à tous les niveaux, ce mot était précis, voulait dire des choses extrêmement concrètes et que tout le monde le vivait ainsi, quoi. Mais tu vois, moi je rajoute, alors quand j'en parle avec mon équipe, j'ajoute un élément en la bienveillance en tant que valeur, c'est le feedback, c'est-à-dire un feedback factuel, authentique, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens non plus dans le flou par rapport à une insatisfaction, par rapport à une non-atteinte d'objectifs. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai organisé le départ d'un membre de l'équipe en lui expliquant, et on a eu un vrai échange que c'était chez moi une expression de ma bienveillance à son égard, au sens vouloir du bien. C'est-à-dire que le job où elle était pas bien. Il n'y avait pas de plan B dans la boîte parce qu'on est une petite boîte, comme tu l'as dit. Et donc, pour elle, avoir un départ qui soit bien organisé, qui soit serein, qui lui permette de rebondir et de se projeter, c'était une expression de bienveillance. Et c'est pas si... Alors, moi, je suis hyper contente parce que, ça finit par être entendu, mais c'est pas si simple que ça, alors que c'était vraiment authentique chez moi. Ouais, je te rejoins à 200% parce qu'effectivement, la bienveillance, faut pas confondre bienveillance et être gentil. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Être bienveillant, c'est savoir aussi dire les choses, mais avec respect, avec humanité, avec sincérité, être constructif. Et oui, on peut se séparer de quelqu'un avec bienveillance. Enfin, j'en suis ultra convaincu. Comme on peut garder quelqu'un dans l'entreprise en étant malveillant, quoi. Donc voilà. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'on se dit pas les choses, parce qu'on va la laisser s'enfoncer, et qui a entraîné des phénomènes de dépression, de mal-être au travail, voire pire, de burn-out, quoi. Donc pour certaines personnes. Donc là, c'est là où c'est effectivement hyper important d'être clair. Et ton exemple, je le trouve pertinent en fait. Ouais. Tout à fait. Écoute, on va finir là-dessus parce que ton complément est hyper important, c'est-à-dire que se souvenir qu'on peut aussi garder quelqu'un dans l'entreprise et que ce soit une forme de malveillance, et donc de pas se tromper d'objectif et de ce qu'on a l'intention de faire. Merci beaucoup Florent, et merci pour ces précisions sur la marque employeur. Je t'en prie, avec plaisir en tout cas. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.